Bonsoir. L'équipe de défense de Trump a invalidé le dossier de mise en accusation des démocrates. Ils ont révélé des tweets inventés, des séquences vidéo montées et ce qu'ils ont appelé l'hypocrisie du Parti démocrate. Les avocats affirment que les démocrates n'ont pas apporté de preuves. Ce que nous avons vu, c'est que les avocats de Trump ont rapidement démantelé tous les fondements de l'affaire des démocrates et ils l'ont fait en une petite fraction du temps utilisé par les démocrates. Tout d'abord, les avocats de Trump ont déclaré que les responsables de la Chambre se sont livrés à une malhonnêteté factuelle, en utilisant des vidéos et des tweets fabriqués. La date indiquée est le 3 janvier 2020 et non pas 2021. Pourquoi ces dates sont-elles fausses? Parce qu'il ne s'agit pas d'une vraie capture d'écran. Ils ont aussi signalé les pièces manquantes du discours de Trump où il a exhorté les manifestants à marcher vers la capitale de manière pacifique et patriotique. Et ils ont invalidé les arguments des démocrates selon lesquels les tweets de Trump pendant le chaos de la capitale ont attisé la violence. Les avocats de Trump ont cité d'autres vrais tweets de Trump, dont un dans lequel il appelle ses partisans à « Restez pacifiques, nous sommes le parti de la loi et de l'ordre ». Je crois que les avocats de Trump ont fait éclater le dossier des responsables de la Chambre, ils les ont juridiquement éviscérés. Et ils ont repris des vidéos plus anciennes dans lesquelles les médias ont déformé la réalité de l'attitude de Trump vis-à-vis de la violence et de la suprématie blanche. Et il y a des gens, et je ne vais pas parler des néo-nazis et des nationalistes blancs parce qu'ils devraient être totalement condamnés. Les avocats ont soulevé ce point pour prouver pourquoi les rapports des médias ne peuvent pas être utilisés comme preuve, alors que les démocrates se sont fortement appuyés dessus dans leurs arguments. Un autre argument principal de la défense est que la condamnation de Trump serait une violation de la liberté d'expression. Pour étayer leur argument selon lequel le discours de Trump relève de la liberté d'expression, les avocats ont invoqué des arrêtés antérieurs de la Cour suprême. L'équipe de la défense a déclaré que criminaliser le discours de Trump le 6 janvier serait un affront au peuple américain. C'est la culture de l'annulation constitutionnelle. Les avocats de Trump ont comparé ce procès à une chasse aux sorcières où la haine occupe une place centrale. L'équipe de la défense a pointé du doigt ce qu'elle a appelé l'hypocrisie du Parti démocratique. Comme prévu, des vidéos de démocrates soutenant les émeutes les Black Lives Matter durant l'été ont été diffusées. Ils ont également souligné que si Trump devait être condamné pour avoir contesté les résultats des élections, pourquoi les démocrates n'ont-ils pas été tenus aux mêmes critères lorsqu'ils ont contesté les résultats en 2016? Les avocats ont averti que la condamnation de Trump créerait de dangereux précédents, comme le pouvoir du Congrès de décider quels citoyens peuvent ou ne peuvent pas se présenter aux élections, ainsi que la menace et, en fin de compte, la suppression des discours politiques impopulaires. La prochaine étape dans ce procès, les sénateurs voteront sur la condamnation et cela devrait se produire dans les prochains jours puisqu'aucun témoin n'a été appelé à témoigner. Bien que Trump ait quitté ses fonctions il y a 3 semaines, il se peut que nous ne le voyions réapparaître. L'ancien chef du cabinet de la Maison-Blanche, Mark Meadows, a révélé que Trump prévoit de rester dans l'arène. Dans une interview radiophonique avec l'ancien conseiller de la Maison-Blanche, Sebastian Gorka, Meadows a déclaré que le président continuera à faire passer le pays en premier. Il a déclaré que les Américains et 75 millions d'électeurs n'en ont pas fini avec Donald Trump et tout ce qu'il a fait pour le pays. Meadows a ajouté qu'il s'était entretenu avec l'ancien président mercredi et jeudi. Un assistant du gouverneur de New York a admis avoir caché une partie des chiffres sur les maisons de retraite ravagées par le virus. Il semblerait qu'ils l'ont fait pour sauver leur peau. Vous auriez pensé qu'après que New York ait révélé les chiffres totaux sur les morts dans les maisons de retraite dues au virus du PCC, l'histoire se terminerait. Eh bien non. Un assistant du gouverneur Andrew Cuomo a ensuite admis lors d'un appel téléphonique avec un député démocrate qu'ils avaient caché les chiffres exprès pour éviter que les autorités fédérales les utilisent contre eux. Ces révélations scandaleuses ont été publiées dans le New York Post. Les dirigeants républicains de New York demandent maintenant qu'une investigation criminelle soit menée sur l'administration. Le député Tom Reed a affirmé à Fox Business qu'il va poursuivre la secrétaire Melissa DeRosa. Elle a ouvertement avoué, dans une confession enregistrée, qu'elle s'engageait dans une activité criminelle en cachant ceci des autorités fédérales qui sont responsables pour vérifier l'intégrité des données. Elle a agi comme une criminelle. La députée républicaine Elise Stefanik souhaite que Cuomo et son équipe soient poursuivis en justice. Elle dit dans une déclaration que cette confession flagrante d'avoir dissimulé et les remarques de la secrétaire du gouverneur qui indique son intention d'obstruer une enquête fédérale est un abus de pouvoir criminel. Le département de la santé n'a pas souhaité nous répondre. DeRosa a répondu par une déclaration en disant que dans son entretien, elle était en train d'expliquer qu'au moment où ils ont reçu une demande du département de justice, ils ont dû temporairement mettre de côté la demande du législatif pour
pour répondre en premier à la requête fédérale. La législature a demandé les chiffres totaux des morts dans les maisons de retraite. Les voici. Maintenant, l'État a communiqué un enregistrement de DeRosa qui s'entretenait avec des démocrates, et il apparaît que l'administration cache ces chiffres, le nombre total de résidents de maisons de retraite morts du Covid-19, jusqu'à ce qu'ils soient tranquilles, essentiellement, jusqu'à ce que le département de justice de Trump les lâche. Donc, maintenant nous verrons si le département de justice de Biden écoutera les républicains de New York et enquêtera sur ce qui s'est passé. Miguel Moreno, NTD News, New York. Le gouverneur Cuomo s'est vu décerner un Emmy pour sa qualité de dirigeant et ses conférences de presse sur la pandémie. Mais comme vous l'aurez deviné, certains veulent que les Emmy le reprennent. Un conseiller a dit « Ses apparitions télévisées et son influence ont été utilisées pour tromper le public concernant la mort de leur être aimé. Nous verrons comment ils répondront. » Des experts inquiets disent que l'ordonnance récente de Biden sur les expulsions étouffe une opération de l'autorité douanière qui vise les délinquants sexuels. Nous avons interviewé un spécialiste au sujet de cette politique migratoire et de son impact sur le long terme. Une opération à l'échelle nationale de l'autorité douanière américaine visant à expulser les délinquants sexuels inculpés a été bloquée par les nouvelles directives de Biden sur les expulsions. La police fédérale et l'autorité douanière ont confirmé qu'ils sont en train de revoir leurs opérations visant les délinquants sexuels, incluant les abus sur mineurs. L'autorité douanière savait où ils étaient la semaine passée, et ils étaient prêts à agir. Maintenant que les choses ont été mises sur pause, ils vont soit perpétrer d'autres crimes, ou ils vont déménager ailleurs à l'intérieur du pays, et ça va prendre des années, si un jour, pour les autorités de l'immigration d'identifier ces individus indésirables. L'annulation de l'opération de l'autorité douanière a eu des effets immédiats. L'experte en politique migratoire Jessica Vaughn a écrit qu'un officier des douanes lui aurait dit que plus d'une vingtaine de délinquants sexuels expulsables qui vivaient dans cette zone vont être libres de recommettre des crimes. Ça restreint les capacités de l'autorité douanière de faire leur boulot, c'est déconcertant, et c'est dangereux, et les conséquences seront réelles, et elles seront sévères. L'administration Biden devra porter le chapeau pour tous les crimes abominables qui vont avoir lieu dans l'intervalle. Et pour mesurer l'impact de l'ordonnance de Biden qui lie l'autorité douanière, Jessica Vaughn a regardé les données de 2018 sur les étrangers expulsés par les douanes. Voici ce qu'elle a trouvé. En 2018, l'autorité douanière a expulsé 95 360 étrangers. Vaughn a écrit que si l'ordonnance de Biden avait été appliquée en 2018, seuls 3,367, soit 3,5% de ces immigrés illégaux auraient été expulsés. On attend à ce que cette nouvelle ordonnance ait un impact sans précédent à l'avenir. Une interview avec le rappeur et compositeur Pitbull, dont la famille a fui le communisme, devient virale. Dans cette interview, il met en garde sur la rapidité avec laquelle la liberté peut rapidement disparaître, spécialement en temps de crise. Le rappeur et compositeur Pitbull s'appelle lui-même Monsieur Universel. Il a chanté partout dans le monde et a des tubes numéro 1 dans plus de 15 pays. Mais il y a un pays où il refuse de chanter, Cuba. Il affirme qu'il ne chantera jamais là-bas tant que le pays et son peuple ne sera pas libres. Pitbull fait partie de la première génération d'immigrés cubains. Sa famille a fui le communisme de Fidel Castro. Et maintenant, il met en garde sur le communisme aux États-Unis. L'une de ses vidéos de l'année passée est en train de devenir virale avec de plus en plus de gens qui prêtent attention à son message. Dans une interview sur Revolt TV, il a comparé les mesures strictes de confinement et le contrôle des big tech sur les informations liées à la pandémie d'une dictature communiste. La raison pour laquelle je peux avoir cette conversation est parce que ma famille vient du communisme, ils ont fui le communisme, ils leur ont tout pris, tout le monde a été assassiné, tout le monde est mort. Le rappeur pense que Castro serait envieux s'il voyait ce qui se passe dans le monde. Il dirait « Vous avez fait tout ça avec un virus ? Sérieux, vous avez pris le contrôle du monde avec un virus ? Vous plaisantez ?» Pitbull affirme que tout ça est très similaire à du communisme pour lui, la censure des big tech et les mesures répressives sur l'information qui n'a pas été approuvée. Le rappeur a exprimé à quel point il appréciait la liberté et les opportunités depuis que sa famille a fui le régime meurtrier. Il encourage les gens à s'éduquer et à se réveiller. Trump pourra-t-il revenir sur Facebook et Instagram? Le conseil de surveillance de Facebook prendra bientôt une décision. Que pensent les membres du conseil d'administration de cette affaire? La coprésidente du conseil de surveillance de Facebook affirme que son conseil prend des décisions basées sur les normes internationales des droits de l'homme, non sur les lois nationales où les faits se produisent.
Les règles et les normes des droits de l'homme, elles s'appliquent à tous. Elles s'appliquent à tous. Elles s'appliquent à tout le monde. Ce n'est pas comme ce qu'un État est tenu de suivre, mais les entreprises et Facebook doivent respecter le droit international des droits de l'homme. Donc pour nous, ce n'est pas une contradiction. Nous ne regardons pas vraiment le droit national quand nous examinons des affaires. Facebook a mis en place un conseil de surveillance indépendant l'année dernière pour revoir ses décisions en matière de modération de contenu. Le conseil commence à examiner l'interdiction faite à l'ancien président Trump. C'est le début de l'affaire, nous allons l'examiner comme n'importe quelle autre affaire. C'est une façon de travailler transparente, fondée sur des principes, où nous essayons de trouver un équilibre entre la liberté d'expression, les autres droits de l'homme, et où nous regardons surtout s'il s'agit d'une personnalité publique vraiment importante, et si cette personne ou cet utilisateur a des droits différents de ceux des autres utilisateurs. On ne sait pas exactement à quelles lois internationales le Conseil fait référence, ni si ces décisions entraîneraient l'érosion de la souveraineté américaine, mais la coprésidente estime que cela est préférable à une modération des contenus sur les médias sociaux par les gouvernements. Chaque fois que quelque chose se produit, la première chose que les gouvernements font est de fermer les médias sociaux. Ils ne veulent pas que les gens communiquent entre eux, donc nous devons vraiment avoir une conversation profonde. Selon moi, les gouvernements sont impliqués dans la modération du contenu dans certains pays, mais je dirais que cela serait un désastre si la plupart des pays du monde le faisaient. La coprésidente Thorning-Schmidt est une ancienne première ministre danoise et ancienne chef du Parti social-démocrate au Danemark. Elle souligne que le conseil de surveillance est indépendant de Facebook et affirme que 4 des 5 décisions qu'ils ont prises jusqu'à présent sont en désaccord avec la décision initiale de Facebook. Les arrestations d'espions communistes chinois aux États-Unis font de plus en plus souvent la une des journaux. De nombreux Américains sont désormais alarmés par les opérations d'espionnage de Pékin. Un expert nous en dit plus sur les particularités des tactiques de Pékin. Le Parti communiste chinois, ou PCC, recrute des non-chinois comme espions. Peu de gens se rendent compte que cela fait partie de leur stratégie. Un expert nous donne des explications. Ils ont recruté ou tenté de recruter des non-chinois depuis au moins les années 1930. Quelqu'un vous dit qu'ils ne recrutent que des Chinois, ne les écoutez pas. Brésil souligne l'exemple du journaliste américain Edgar Snow des années 1930. Le livre de Snow a grandement influencé la perception qu'avaient les Américains du PCC. Le livre qui est devenu le best-seller qu'Edgar Snow a écrit après son voyage à Bao'an et l'enclave communiste qui s'y trouve, Red Star Over China, est sans doute la première grande opération d'influence internationale des services de renseignement du PCC. Brésil donne également des exemples plus contemporains de recrues étrangères. Il affirme que les étrangers ont toujours été la cible des services de renseignement du PCC lorsqu'il était à leur portée. Le programme 1000 talents semble parfois être un mélange de recrutement ouvert d'universitaires pour retourner en Chine et y enseigner et d'activités plus clandestines mises en évidence par le cas de Charles Lieber, qui n'est pas un ressortissant chinois. Charles Lieber, l'ancien président du département de chimie et de biologie chimique de Harvard, dont les travaux ont des applications pour la défense. Brésil ajoute que de nombreuses cibles sont recrutées en dehors de la Chine par le biais de plateformes en ligne telles que LinkedIn. Il estime néanmoins que les États-Unis doivent mieux contrôler les personnes qui entrent dans le pays afin de déterminer qui pourrait être un espion travaillant contre les États-Unis. Le président Biden affirme qu'une part importante de sa stratégie sur la Chine est de travailler avec ses alliés européens. Mais qu'est-ce qu'en pensent les dirigeants européens ? Dès sa campagne électorale, le président Biden a affirmé que sa stratégie sur la Chine est de travailler avec ses partenaires européens comme l'Union européenne. La façon dont la Chine répondra et quand nous aurons réuni le monde entier, c'est quand l'attitude de la Chine changera. Quand questionné sur comment l'administration compte contrer le régime chinois, la Maison-Blanche a répété: en travaillant avec nos partenaires et nos alliés et dans toutes nos conversations avec les Européens, avec nos alliés dans la région, la Chine et notre relation avec la Chine a été une partie pivotale de nos conversations. Ça fait aussi partie de notre stratégie. Le président Biden peut-il travailler avec l'Europe contre le Parti communiste chinois ? Plus tôt dans le mois, le président français Macron a dit à un groupe de réflexion américain que l'Union européenne ne devrait pas liguer avec les États-Unis contre la Chine.
Pour moi, nous avons deux scénarios différents qui doivent être exclus. Le premier serait un scénario dans lequel nous nous rassemblons tous contre la Chine. C'est le scénario qui semble le plus conflictuel. Celui-là est pour contre-productif car il poussera la Chine à augmenter sa stratégie régionale, ça poussera la Chine à justement diminuer sa coopération sur différents agendas. Et je pense que c'est néfaste pour nous tous. Le président français affirme que l'UE discutera des abus des droits de l'homme du PCC, mais travaillera aussi avec le régime sur les questions commerciales et du climat. Un autre dirigeant européen, la chancelière allemande Merkel, a critiqué le mois passé le manque de transparence du PCC au début de la pandémie, mais a ajouté qu'elle est d'accord avec le dirigeant du PCC Xi Jinping qu'il ne devrait pas y avoir de guerre froide entre l'Ouest et la Chine. Le président chinois a parlé hier et nous sommes d'accord là-dessus, nous avons besoin d'un multilatéralisme. Alors que Merkel s'apprête à se retirer cette année, il reste à voir si le prochain dirigeant continuera la politique de Merkel sur la Chine. Depuis le 1er février, la chaîne NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français, accessible gratuitement sur les canaux suivants: Orange canal 548, Free 799, SFR 921 et Bouygues 802. La première diffusion est programmée à 20h avec une rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos vidéos en vous rendant directement sur notre site internet ntdtv.fr.